Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de Tutto Philo. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un nouveau philosophe, Aristote. Nous en avons terminé avec Platon et Socrate. Et nous allons un peu nous intéresser maintenant à l'élève de Platon, qui a fondé le lycée. Platon avait lui fondé l'académie, dont on n'a pas beaucoup parlé, dont on n'a même pas parlé dans les vidéos précédentes, puisque j'essaye de me concentrer le plus possible sur les textes. Mais du coup, pour avoir un peu cette continuité historique, on a Aristote, donc, qui est l'élève de Platon, et qui va venir un petit peu questionner son maître et rentrer en opposition à son tour, si je puis dire, sur sa vision du monde, en tout cas sur la distinction qu'avait établie Platon entre un monde intelligible et un monde sensible, entre un monde des idées et un monde matériel qui serait d'une certaine façon dépourvu de sens en lui-même. Et donc Aristote va venir un peu remettre tout ça en question et va s'intéresser à ce monde sensible et fonder finalement une nouvelle pensée, une pensée du matérialisme qu'il va décomposer autour de trois de ces livres trois de ces traités pardon, qu'on va évoquer au cours de trois vidéos différentes. Donc aujourd'hui nous allons commencer avec la physique, la semaine prochaine on verra la métaphysique et enfin on s'intéressera à l'éthique à Nicomaque qui s'intéresse à la vertu, à la relation à autrui. Donc voilà un peu pour ce philosophe qui est Aristote et qui va lancer un peu cette idée du dynamisme, qui va vraiment s'intéresser à la question de ce monde et de cette question de la dynamique. Il va concevoir le monde non pas comme figé, comme le faisait Platon, mais comme quelque chose de perpétuellement en mouvement, qui est tout le temps dans l'évolution et qui n'est donc pas immobile. Il va également donner de nouvelles pistes de réflexion sur des sujets qui n'avaient pas été traités forcément par Platon et Socrate. Là, on n'est pas dans l'introspection, on va sortir un peu de l'être et on va s'intéresser au monde qui nous entoure. On n'est plus uniquement dans cette question de l'être qui chemine par raisonnement, qui cherche finalement à comprendre le sens des mots, le sens des idées et le sens de ses pensées. Là, on rentre dans un philosophe qui va s'intéresser au monde et qui va un peu nous sortir finalement de cette limite qu'avaient un peu imposé Platon et Socrate. Et donc, il va se pencher sur la question de la nature dans son traité sur la physique que nous allons voir à présent. Et donc dans ce traité, il va se pencher sur les choses et il va essayer de comprendre qu'est-ce qui finalement nous est connu de ces choses. Qu'est-ce que l'on connaît des choses qui nous entourent, de ce monde matériel qui a été si rapidement balayé d'un revers de main par Platon. Et il va s'intéresser à trois grands éléments finalement, enfin à trois parties d'une chose, à ses causes. Quelles sont les causes des choses et des objets? Quels sont les principes et quels vont en être les éléments. Et donc il va s'intéresser un peu à la nature, il va faire énormément d'études sur la nature et sur plein d'espèces différentes d'ailleurs. Il va avoir une tendance assez forte à catégoriser beaucoup de choses, au sens de répertorier, de distinguer finalement ce qu'il y a dans chaque partie des êtres et dans les choses de la nature. Et donc il va très rapidement dégager finalement l'idée de principe et ces principes donc qui sont dans la nature et qu'il va ensuite développer sont au nombre de deux. Il y a la forme qui est d'une certaine façon, si je puis dire, la spécificité d'un objet et la privation qui est justement l'absence de forme, ce qui n'est pas forme directement. Et donc il va introduire finalement une sorte de contradiction dans les êtres que les proto-socratiques n'avaient pas forcément voulu donner. Ou en tout cas, pour les proto-socratiques, on avait soit l'être qui était un, ou soit l'être qui était infini. Et on ne pouvait pas trop penser l'être comme étant le siège de contradiction. Aristote va dépasser un peu ça et va montrer que finalement il y a une contradiction et que chaque être, chaque objet, chaque partie finalement, chaque chose est constituée à la fois de forme et de privation et en même temps de la matière. Et donc c'est assez intéressant puisqu'il va distinguer dans l'être deux parties de l'être finalement, une partie en puissance et une partie en acte. Et donc, dans ces êtres, on va avoir une potentialité, donc
ce que peut devenir l'être et ce qu'il va être dans les faits. En tout cas, ce qu'il va mettre en place dans la réalité et comment il va exister dans le monde, si je puis dire. Et donc, deux parties vont se distinguer dans l'être, à la fois la puissance et l'acte. Et à ces deux principes, finalement, que sont la forme et la privation, il va en ajouter un troisième, qui est la substance, et qui va du coup nous amener petit à petit à cette question de la nature, puisque dans les êtres, ou en tout cas dans les choses naturelles, il va distinguer une substance qui est commune à toutes, qui est la matière. Donc Aristote va un petit peu, si je puis dire, prendre la question de la nature et faire cette distinction fondamentale en philosophie entre le naturel et l'artificiel. Le naturel étant quelque chose qui est par nature, hein, et à l'inverse, on va avoir tout ce qui est artificiel, donc qui résulte de l'homme, qui est produit par l'homme, et donc qui n'est pas, si je puis dire, dans un changement naturel, qui ne change pas de lui-même. Il n'a pas en lui-même la source de son mouvement, il n'est pas en lui-même finalité. Alors que la nature, justement, a une sorte de finalité, a une direction, en tout cas, suit une finalité. Et donc, dans chaque chose, finalement, on va avoir la nature qui va être caractérisée par la matière, mais également par la forme, puisque chaque chose dans la nature a une forme et est un composé de matière. Et donc cette nature est mise en opposition par rapport à l'art, à tout ce qui est artificiel, donc qui résulte de l'homme. Et cette nature, justement, a un sens, a une finalité, là où l'art n'a pas nécessairement de finalité. Il n'est pas son propre principe, si je puis dire. Ensuite, on va avoir une distinction qui va être faite au niveau des causes. Aristote va en distinguer donc 4 qui sont principales. Donc on avait vu dès le début que les choses étaient composées à la fois de causes. Il s'intéresse aux causes des objets finalement, ou des choses qui nous entourent, aux principes et aux éléments. Donc il a évoqué les principes qu'on a vus, que sont la forme, la privation et la substance. Et maintenant il va s'intéresser aux causes, et aux 4 grandes causes qu'il va distinguer, qui sont la cause formelle, la cause matérielle, la cause motrice et enfin la cause finale. Donc la cause matérielle, c'est tout simplement la ressource qui compose finalement une chose, la matière dont elle est faite. Donc, par exemple, la statue d'airain va avoir pour cause pour cause matérielle l'airain. Ensuite, il va parler des causes formelles, donc qui sont liées à la forme directement. Il va ensuite parler des causes motrices, qui elles sont liées à un moteur. Qu'est-ce qui est finalement la source. Et enfin, il va parler de la cause finale, qui est dans la finalité. Quelle est la finalité recherchée? On cherche une finalité, et c'est ça qui explique l'existence de l'objet. Donc ça, c'est pour le livre 2, où il va pas mal se pencher sur la nature. Et ensuite, il va y avoir le livre 3, qui lui va s'intéresser davantage au mouvement. C'est là que va apparaître un terme qui est fondamental dans la philosophie d'Aristote, qui est le terme d'antéléchie, et qui en fait est le passage de l'être en puissance à l'être en acte. Donc je vais essayer de décortiquer le plus, parce que c'est vraiment fondamental cette distinction entre puissance et acte dans la philosophie d'Aristote. Donc on avait vu que l'être en puissance, c'est celui qui peut advenir, qui est potentialité, qui est, si je puis dire, qui peut advenir, mais qui ne le sera pas nécessairement. Et ensuite, cet être existe en acte. Et donc là, c'est par les choix qu'il va faire, par les décisions finalement qu'il va poser, qu'il va exister en acte, qu'il va être en acte. Et donc, le passage de cette puissance à cet être en acte, de cet être en puissance à cet être en acte, est appelé antéléchie. Et donc, effectivement, on va avoir ce mouvement, si je puis dire, qui est caractéristique de chaque être, et qui se retrouve dans le passage de la puissance à l'acte. Et donc dans la nature, il y a toujours un passage de la puissance à l'acte. C'est par exemple le cas pour une fleur, qui va être en puissance, c'est-à-dire qu'elle peut fleurir. Et est-ce qu'elle le sera en acte? On ne peut pas le savoir, cela dépend du mouvement. Le mouvement qui est d'ailleurs décomposé par Aristote en trois distinctions, qui vont être des mouvements soit qualitatifs,
passage d'un état à un autre, quantitatif, augmentation du nombre, ou un mouvement de lieu, hein, un mouvement dans l'espace, qui est caractéristique aussi de certains êtres, ou en tout cas de certains objets dans la nature. Et là-dessus, il va nous laisser sur un troisième livre, pardon, qui lui va s'intéresser plutôt à la question de l'infini et à des notions comme le temps et le lieu. Donc là, on rentre dans un domaine qui est plutôt intéressant, hein, puisqu'il va distinguer plusieurs formes d'infini. Les principales à retenir finalement sont celles qui ont servi par la suite, c'est-à-dire une division à l'infini. Donc par division, l'infini peut exister par division ou par élargissement. Donc par division, on le voit aujourd'hui en biologie, hein, avec une réduction de plus en plus importante de la taille des cellules. On arrive à aller de plus en plus loin dans la réduction, donc dans la division. Et l'infini par agrandissement, donc là on est plutôt sur des idées comme l'univers et sur des notions comme celle de la physique quantique actuellement, qui montrent une potentialité infinie. Il va également parler donc du temps, et surtout il va amener un paradoxe sur le temps, hein, puisqu'il va distinguer les trois états qui sont présents dans le temps, donc à la fois le passé qui n'est plus, le futur qui n'est pas encore, et le présent qui est mais qui nous échappe tout le temps, qui disparaît sans cesse. Et donc il va nous dire que le temps du coup n'est ni mouvement, il n'est pas un mouvement à part entière, et il ne peut pas être sans le mouvement. Il y a donc là un paradoxe, et donc le temps ne peut être pensé que comme une grandeur, comme finalement une gradation dans l'existence et dans les êtres. Et enfin, il va arriver à la question du lieu, donc le lieu qui est souvent défini comme naturel, et qui peut être soit particulier, soit un lieu universel. Donc là, on retrouve un peu cette idée de la décomposition entre singulier, particulier et universel. Et il nous dit qu'il y a un lieu naturel qui existe, donc qui est propre à chaque individu, dans lequel chaque individu finalement existe. Il y a ensuite un lieu particulier dans lequel l'individu peut coexister avec certains individus, et enfin il y a un lieu universel accessible à tous les êtres. Donc voilà un peu pour cette physique, hein, d'Aristote. Ce sont les grands thèmes abordés dans le livre. Alors j'ai essayé d'être le plus synthétique possible, hein. L'œuvre évidemment est immense, il y a beaucoup de choses à en dire, hein, de cette physique. Malheureusement le temps nous est compté, donc j'essaye d'être le plus cohérent dans mon propos. Et voilà un peu pour cette idée de la physique d'Aristote, que nous compléterons par la métaphysique, donc ce qui va au-delà de la physique, donc sur ce monde finalement intelligible, hein, ou en tout cas ce monde au-delà du monde naturel, du monde sensible, que nous étudierons la semaine prochaine. Voilà, il me reste à vous souhaiter une bonne journée, et à bientôt.